heureux de vous accueillir ce matin en tant que président du Fonds français pour l'alimentation et la santé que je préside depuis le mois d'avril. Alors, ceux qui vont intervenir, c'est Pierre Compris qui dira quelques introductions, et notamment pour relire la conférence d'aujourd'hui, avec un colloque qui avait eu lieu il y a un an sur ce type de sujet à l'initiative du Fonds français. Et puis, bien entendu, nous entendrons notre conférencier de ce matin, M. Bénavent, qui fera donc son intervention que d'ailleurs il n'avait pas pu faire justement à l'occasion du colloque. Alors, simplement, je voudrais, en vous accueillant ce matin, vous dire peut-être quelques mots du Fonds français, de ses évolutions actuelles, mais quelque chose de très important, ce sont nos groupes thématiques que nous avons eux-mêmes portés de 3 à 6, avec des groupes sur l'information du consommateur, c'est justement celui que préside Pierre Compris, sur le comportement du consommateur, sur l'alimentation du futur, nous sommes bien dans ce cadre-là aujourd'hui, ou encore sur la qualité et la sécurité des aliments, les populations spécifiques, précarité et alimentation. Et ces groupes thématiques, c'est maintenant 110 personnes qui travaillent dedans, entre 12 et 24 membres selon les groupes, et dans le souci qu'ils soient vraiment interdisciplinaires. La nutrition évidemment, mais aussi toutes les autres disciplines. Et aujourd'hui, nous en aurons bien sûr un exemple qui contribue à ces sujets d'alimentation et de santé qui sont indispensables à leur compréhension. Alors, c'est naturellement dans ce cadre-là que nous nous proposons 2 orientations. La première, c'est d'intervenir davantage encore sur des sujets d'actualité. C'est pour qu'il y ait un intérêt de tous ceux qui participent à ces sujets. Nous ne devons pas être purement sérieux, nous devons apporter des éléments concrets à la connaissance sur les sujets d'actualité. Et c'est bien pourquoi nous avons également à faire une synthèse, par exemple, sur les systèmes d'étiquetage nutritionnel simplifié, et à dire que pour apporter de la connaissance, nous sommes prêts à piloter une expérimentation si les acteurs, l'État ou d'autres veulent qu'ils sont prêts à ce que nous menions de manière objective, sans aucun parti pris, une expérimentation. Donc des sujets d'actualité, mais aussi éclairer le devenir de l'alimentation du futur. Et le sujet de ce matin, bien entendu, se relie très directement à ces sujets d'alimentation du futur. Et tout l'impact que ça peut avoir sur les consommateurs et les producteurs. Alors, je suis, pour ma part, sensible à ces sujets du digital, j'en profite pour le dire, à un autre titre, parce que par ailleurs, je préside un groupement d'intérêt public qui s'appelle l'Institut des données de santé. Et je pense que un jour ou l'autre, il y aura connexion entre ces sujets de digital et santé d'un côté, et de l'autre côté, des sujets vraiment de données de santé et de protection sociale. Et bien sûr, le fonds, s'il ne manquera pas, je pense, s'y intéresser dans l'avenir, avec tous ceux que ça intéresse, parce qu'on voit bien que sur ce sujet des données de santé, où jusqu'ici il fallait bâtir des corps, les connecter à des grandes bases publiques de données que nous nous efforçons d'ouvrir pour qu'elles soient plus accessibles à tout l'univers de la recherche et de la protection sociale, eh bien, il y aura, commence à y avoir, et il y aura encore plus demain, d'autres techniques qui permettront plus simplement, par exemple à travers les objets connectés, de drainer de la connaissance sur les comportements individuels à partir des objets eux-mêmes et de connecter tout cela, et on voit bien que c'est ce qui aujourd'hui est en train de se passer. Alors la conférence d'aujourd'hui s'inscrit à mon avis dans ce cadre-là. Son objet bien sûr est particulier, c'est le marketing, puisqu'il faut explorer l'un après l'autre méthodiquement
les différents aspects de ce sujet. Mais je vais passer la parole à Pierre Maurice maintenant, si je bien, notamment, à la fois il resitue le sujet lui-même et puis relie avec le colloque qui a été organisé l'an dernier par le Fonds français. Pierre Maurice. Je suis très content d'accueillir Christophe Benavent ce matin, qui est professeur à l'Université de Paris-Ouest, pour deux raisons. D'une part, parce que vous allez voir, il va nous ouvrir des perspectives tout à fait intéressantes, et puis surtout parce que vous avez manqué à notre colloque de novembre dernier sur la dématérialisation de l'information sur les aliments. Vous vous souvenez, pour ceux ou celles qui participent au colloque, qui précédait de quelques semaines la mise en place de la réglementation INCO, on s'intéressait beaucoup à la mise en place des catalogues électroniques et de la standardisation d'informations. On a vu ça par l'aspect technique des choses, qu'est-ce que ça impliquait, comment les opérateurs allaient s'y adapter, et puis vu du côté de l'économie et des sciences sociales, ça me paraissait aussi une perspective tout à fait intéressante. Pour l'économiste, elle est assez simple, c'est le fantasme de l'information pure et parfaite qui a l'air de se matérialiser. On voit des grandes bases de données dans lesquelles toute l'information sur tous les produits est présente et consultable, triable, etc. Une perspective donc évidemment qui ringardise un peu, si je peux dire, les systèmes d'information traditionnels, mais qui en même temps ouvre des perspectives qu'on a parfois du mal à bien cerner. Donc on avait abordé tous ces aspects dans leur dimension très technique, dans la dimension constitution des bases de données, constitution qui sont en cours. Aujourd'hui, les grandes bases de données avec tous les aliments sont en cours de constitution. Et ce qui nous manquait, c'était une perspective globale, parce que quand des outils comme ça se développent, et c'est tout ce qui concerne le digital, ça change fondamentalement les pratiques sociales, la façon dont les gens fonctionnent, etc. Et donc, justement, c'est sur ce sujet que Christophe va intervenir ce matin. Et puis, comme ça fait pas mal d'années déjà qu'il travaille dans le marketing, vous pourrez ensuite, évidemment, l'interroger sur ces aspects très globaux de changement des pratiques, mais aussi sur des aspects, des exemples particuliers, où ces changements ont pu être observés et analysés. Voilà, je ne vous en dis pas plus longtemps, et je passe à la parole. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites. J'ai vu que le public est de qualité. J'espère être à la hauteur. Un ou deux mots de ma trajectoire. Hein. Passer une thèse à Lille. J'ai eu un premier contact avec l'agroalimentaire en montant à l'époque un DESS qui s'appelait Qualimapa avec des biologistes où on essayait d'associer marketing et biologie. Je me suis retrouvé professeur à Pau pendant quelques années où j'ai participé et fait évoluer un autre, aujourd'hui on dit master, qui s'appelait EXA, Économie et gestion des systèmes agroalimentaires. C'est d'une certaine manière une façon de revenir à des sujets qui m'ont intéressé, même si je m'en suis éloigné. Pour le reste, voilà, je suis professeur d'épicerie, j'aime bien me présenter comme ça, marketing. Bon, c'est l'épicerie. Ici, je vais faire un exercice un petit peu délicat, c'est de couvrir un champ qui déborde largement mes compétences. Hein, donc, vous m'excuserez un peu des choses. Et puis, depuis quelques années, j'essaie de réfléchir à comment penser ce qu'on appelle le digital. J'aime beaucoup le mot digital et pas numérique, hein, parce que le digital, c'est les doigts, et qu'effectivement, c'est un rapport au monde un peu particulier. S'il fallait commencer par citer quelqu'un, je vais citer le philosophe sur lequel a travaillé ma fille cette année, qui s'appelle Simondon, hein, philosophe des techniques. Je pense qu'il y a une urgence à faire la philosophie de la technique aujourd'hui. Et il définit la technique, non pas comme un outil, j'ai horreur de ce mot-là, et il ne faut surtout pas utiliser le mot d'outil avec le digital, mais il décrit la technique comme étant ce par quoi l'humain peut toucher le monde. Voilà, ça donnera, je pense, une certaine tonalité. Alors, sur le contenu, en introduction, donc je suis un spécialiste de marketing, hein, donc je vais présenter les choses avec un certain point de vue, un spécialiste, on va dire, quand même curieux des autres disciplines. Je vais vous présenter une vision de l'Internet, alors j'ai dit trivialisé, hein, l'Internet d'aujourd'hui, c'est un Internet trivial. De quelle manière? Bon, d'abord, cet Internet que vous avez évoqué, encyclopédique, de base de données, de connaissances, est totalement dépassé. Ça appartient au début du 21e siècle. C'est
On n'en parle plus aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Internet, ça sert à connaître son horaire de bus. Ça sert à résoudre des micro-tâches quotidiennes. Ça n'a rien apporté en termes de connaissances. Ou du moins, ça aurait pu, mais on l'a complètement oublié. On pourra revenir dessus, vous me poserez des questions éventuellement, mais très clairement, les sites web appartiennent au passé. Ceux qui ne les ont pas faits dans les entreprises, et je pense aux PME, ont raté le coche, et c'est trop tard. Ce web encyclopédique, hein, je dis bien le web, pas l'Internet, hein, c'est pas la même chose. Hein. L'Internet, c'est un protocole qui réunit les machines. Le web, c'est un autre protocole qui réunit les documents. Et ce qui est apparu maintenant il y a longtemps, il y a 10 ans, mais pour beaucoup encore, ça semble être seulement émergent, ce sont les médias sociaux, on parle de médias sociaux, de réseaux sociaux, qui ne sont pas des médias de communication comme on peut l'imaginer. En tout cas, c'est ma vision des choses. Ce n'est pas fait pour communiquer. Là, je vous ai donné deux mots un petit peu compliqués. Un, grooming social. Facebook est un instrument de grooming social. C'est quoi le grooming social? C'est ce que les éthologues décrivent lorsqu'ils regardent les primates s'épouiller. Lorsqu'on s'épouille, on ne communique pas, mais on renforce les liens qui peuvent déjà exister. Facebook, c'est du grooming social, nous sommes des chimpanzés sur la toile. Et puis, polarisation, pourquoi j'utilise ce mot? Parce qu'effectivement, les médias sociaux renforcent, amplifient les structures sociales qui existent déjà et en sont peut-être déjà la colonne vertébrale. Je vais simplement vous évoquer un cas, celui de Airbnb, que vous connaissez tous, dont des collègues économistes ont étudié les effets de ségrégation raciale. On s'est rendu compte qu'à New York, toute chose égale par ailleurs, un appartement loué par un noir était loué 12 $ de moins que celui loué par un blanc. Simplement parce que l'image, la photographie du loueur apparaissant sur Airbnb et étant utilisée comme signe de qualité, au sens des économistes, eh bien, l'effet des stéréotypes raciaux est complètement amplifié dans la sphère économique. C'est ce genre de fait qui doit faire réfléchir. Alors, naturellement, je ne suis pas un critique de la technologie et de la technique. J'ai évoqué Simondon. S'il y avait un certain rapport à établir avec la technique, il est très simple, hein, je vais reprendre Simondon, en tout cas vu par ma fille, qui a un mot d'ordre, libérer la technique, ouvrons la technique. Ce qui est dramatique aujourd'hui dans la technique, c'est qu'elle est enfermée dans des boîtes. Pensez au iPhone dont vous ne pouvez même pas changer la batterie. Et donc, échappe au contrôle de l'humain. On va vivre dans un monde qui est totalement médiatisé par la technique. Il est urgent qu'on ouvre la boîte. Un très bel ouvrage qui est en train de sortir, en français, en tout cas cette semaine-ci, qui s'appelle The Black Box Society, de Franck Pasquale. Je vous recommande de le lire. Aujourd'hui, notre Internet, c'est l'Internet centralisé, l'Internet du cloud, c'est l'Internet des GAFAM, c'est un Internet inégal, c'est un Internet asymétrique, où le consommateur, l'utilisateur, est en totale dépendance à l'égard de quelques grandes bases de données, hein, les clouds, qui se sont constituées depuis quelques années. Et cet Internet se traduit par des applis. Hein, ces fameuses applis qu'on utilise. Et très bientôt, maintenant déjà, ce n'est pas encore tout à fait le cas, il y a eu 100 000 objets connectés vendus l'année dernière. Je crois qu'une société comme GFK prévoit qu'il y en aura 500 000 cette année. Je parle essentiellement d'objets de santé, hein, enfin objets de santé de forme, hein, les bracelets notamment à 80%. Ça va être exponentiel, ce n'est pas pour tout de suite, mais dans les 5 à 10 ans qui viennent, on va voir ces objets changer de forme, se loger, se nicher dans différents endroits et devenir l'énorme masse de ce qu'on appelle l'Internet aujourd'hui. Et si on réfléchit un petit peu au rôle de ces objets, à quoi ça sert, quel est leur... J'aime pas utiliser le mot de fonction, hein, ce serait être trop fonctionnaliste, mais de fonction sociale, le rôle de la société, c'est de constituer un gigantesque agenda.
Et ça va être quand même le thème principal de ma présentation. Les objets en eux-mêmes ne sont pas très intéressants, j'y reviendrai, sont des capteurs. Ce qui est beaucoup plus important, ce ne sont pas les données, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui. Les données ne valent pas grand-chose, elles sont très périssables, elles meurent plus vite que la salade. Hein. Un tweet aujourd'hui, au bout de 2 heures, c'est terminé. Ce qui est vraiment important, ce sont les algorithmes. Et là, les algorithmes réalisent une tâche absolument fondamentale, c'est de coordonner des activités et des micro-activités de manière massive, comme on ne l'a jamais vu dans l'humanité. Pour moi, aujourd'hui, le nouvel Internet, l'Internet des objets, hein, l'IoT, c'est un agenda universel. Bon, sur l'alimentation, inutile de commenter, naturellement, une pratique sociale comme les autres, je ne vois plus ce que j'ai écrit. Mais ce n'est pas très important. Voilà la chose, en tout cas, qu'il fallait fixer. Bon. Pour être un peu concret dans le texte que j'ai écrit, j'ai malheureusement un peu trop intellectualisé. Je reviens à mon métier d'épicier. Aujourd'hui, un épicier regarde ce qu'on appelait le consommateur. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le client. La différence entre les deux, c'est une adresse. Le client est identifiable, traçable. Et le mot-clé qui est employé, c'est le terme de parcours client. Hein. Donc le parcours client, c'est la réinvention d'une vieille idée du marketing, le processus de traitement de l'information et de prise de décision pour l'achat, ni plus ni moins. Je ne vais pas recommenter l'ensemble, simplement souligner 2 choses. Ce cycle qui part de la reconnaissance des besoins jusqu'aux réactions après l'achat, effectivement, est pas déterminé, mais sous l'influence d'un environnement culturel et matériel. Et ce qui est surprenant dans notre société, c'est que le poids du matériel est de plus en plus important. Le matériel, autrement dit, la technique, les outils. Hein. Et puis, de l'autre côté, effectivement, c'est la grande transformation du marketing. On a compris que les produits en eux-mêmes n'avaient pas beaucoup de valeur. On a compris que l'essentiel, l'objet essentiel dans le marketing que l'on gérait, c'était des relations, des liens. Et cette relation, on la pense depuis très longtemps, hein, c'est-à-dire les années 80, simplement en termes de confiance. On ne fait des affaires que si celui ou celle avec qui on fait des affaires a confiance dans notre marque, a confiance dans notre système de distribution, a confiance dans les outils. Et puis après, on ne se pose plus de questions de choix. Une marque qui donne confiance, c'est une marque qui va pouvoir introduire des nouveaux produits sans que les consommateurs ressentent le besoin de les essayer ou de les tester. Ils vont être d'accord, ils vont prendre le produit et l'adopter immédiatement, grosso modo. Ce qui est frappant, j'ai mis juste quelques chiffres que j'ai piqués à droite à gauche, hein, vous avez des dizaines, des centaines d'infographies aujourd'hui qui circulent, c'est que la situation actuelle, en France, bien, c'est que, juste quelques-uns, on a 82% des gens qui utilisent leur téléphone dans la rue, on a surtout la moitié des consommateurs qui passent avant un achat important par des moteurs de comparaison, on a une énorme proportion qui, après l'achat, met un certain nombre de commentaires sur des plateformes, forums, des plateformes de type TripAdvisor, et que, dans certains cas, je vais penser à l'hôtellerie, une entreprise comme Booking.com a systématisé cette approche en questionnant systématiquement les utilisateurs d'un hôtel. Ça, vous le savez, vous l'avez observé vous-même, ces jours-ci, ces semaines-ci, le système est encore en grande transformation et amélioration. Je rappellerai simplement un chiffre. Booking.com représente à peu près 40% des réservations faites par des plateformes en Europe. D'accord ? Donc c'est considérable, sachant qu'on doit avoir à peu près 60 à 70% des réservations qui passent par des plateformes, seulement un tiers passe par d'autres, et que ça représente pour Booking à peu près 200 millions de réservations par an. Dites-vous que 10% simplement des consommateurs et des utilisateurs répondent à ces questionnaires. Vous avez une sorte de base de données, on va revenir à la base de données, fantastique, comme jamais aucun institut d'études n'a pu imaginer, ni même l'INSEE lorsqu'ils faisaient des recensements. C'est de ça qu'on va parler, hein. Je vais pas approfondir là-dessus. Je vais vous présenter le champ de bataille, c'est une vieille image, mais je l'aime beaucoup. L'insémination du consommateur.
c'est vous, ou nous, plutôt. Et aujourd'hui, les couches successives, je ne vais pas aller dans le détail, on est complètement entouré. Maintenant, on a une seconde peau, qui est une peau digitale, qui sont l'ensemble des services qu'on utilise. Quand j'utilise mon portable, naturellement, on a de plus en plus de choses qui gèrent, qui régissent notre environnement, ne serait-ce qu'une adresse Gmail. Hein, simplement, je ne vais pas rentrer en plus de détails. On va utiliser de plus en plus des OpenID ou des identificateurs. Hein, se connecter sur une plateforme aujourd'hui ne demande pas à remplir un questionnaire. Vous utilisez un bouton Facebook, un Facebook Connect ou un Google Connect. Aujourd'hui, toute la serrurerie sociale du monde, elle est concentrée dans les mains de Google, dans les mains de Facebook, dans les mains éventuellement de LinkedIn, dans le monde professionnel. Et on a toute une série de couches de services qui nous entourent. Hein, la seconde couche, j'irai pas beaucoup plus loin. Ce qui constitue notre environnement aujourd'hui, c'est essentiellement les réseaux sociaux. Peut-être pas pour les plus âgés, mais en tout cas, chez nos étudiants, c'est 95% de pénétration de Facebook. Ça veut dire que notre vie sociale est complètement médiatisée par cette plateforme. C'est elle qui structure qui sont nos amis, comment on organise nos parents, comment on organise notre vie et on gère nos échanges avec les autres. Et ça fait 10 ans que ça dure, hein. C'est pas récent. Donc voilà un petit peu ce monde et la difficulté pour les marques, c'est de réussir à faire passer leurs idées, leurs marques, leurs représentations au travers d'un mur digital. J'ai une vision, c'est pas noir, hein, mais très clairement, cette idée d'un Internet qui ouvre le monde et qui met à plat le monde appartient complètement au passé. Aujourd'hui, l'Internet, ce sont des barrières, des murs étanches qui nous entourent, qui filtrent l'information et qui font que notre bain social est une sorte de bain moussant. Nous sommes chacun dans une boule où nous avons chacun un contenu informationnel différent. Pensez à une image de la communication traditionnelle, hein, dans la grande distribution, dans la grande consommation et dans l'alimentaire. Hein. Le média royal a été longtemps la télévision. La télévision était au centre du foyer et tout le monde était tourné vers un même objet. On avait au moins une représentation commune, même si les séries télévisées et les soap-opéras ne sont pas forcément de qualité, mais au moins on avait un objet commun de représentation que l'on partage. Aujourd'hui, nous ne partageons plus rien, sauf avec ceux qui sont dans cette bulle. C'est une chose à laquelle il faudra réfléchir. Et c'est le champ de bataille. Alors, mon exposé est en grande partie méthodologique, hein, il n'y a pas le temps de rentrer dans les détails, je dirais, d'ordre technique. Moi, je partage avec vous une certaine représentation, une certaine façon de penser et la consommation, qu'elle soit alimentaire ou pas, et une certaine vision de ce monde technique. J'ai parlé du monde technique, revenons au consommateur. Alors, moi, il y a une hypothèse sur laquelle je pense qu'il faut travailler énormément. Le consommateur, ce n'est pas un destructeur de biens, hein, une vision, on va dire, un peu malheureusement que les économistes ont diffusée pendant longtemps. Le consommateur, c'est un travailleur. Si on veut comprendre comment le digital intervient dans le monde de la consommation, et en particulier dans l'alimentation, il faut revenir à une idée extrêmement simple, c'est que la technique, ça nous permet des gains de productivité, et des gains de productivité qui, aujourd'hui, se révèlent dans la sphère domestique. Ça, c'est une idée qui est absolument capitale. Le succès des plateformes collaboratives, c'est de permettre aux foyers d'avoir des gains de productivité extraordinaires. Ils sont tellement extraordinaires aujourd'hui qu'effectivement, on peut avoir un trajet en Blablacar qui coûte 2 fois moins cher que les trajets proposés par l'entreprise, je ne sais plus si elle est encore de service public, qui s'appelle la SNCF. Et avec une meilleure qualité, puisqu'on apporte un bien supplémentaire qui n'existe pas dans les transports en commun, qui est une certaine qualité relationnelle. Donc du point de vue du consommateur, on a un gain absolument extraordinaire. Et si on regarde le consommateur comme un travailleur, on va pouvoir mieux regarder ces gains de productivité. Alors,
quelques petites références et une évolution. Hein. Alors bien sûr, certains vont me dire « Ah, c'est le consommateur, c'est bon, cette grande blague de la co-construction, de la coproduction, qui est simplement, pour moi, un concept vide, qui correspond simplement à la mauvaise conscience du marketing. Hein. Nous faisons un métier qui n'est pas forcément gentil, et nous espérons trouver un rôle social. Je n'ai pas ce problème-là. Je pense que le marketing est une discipline importante d'ingénierie sociale. Ce qui lui importe, c'est d'avoir des buts qui soient bien fixés. Et là, ils n'appartiennent pas à la discipline. Bon, vous me poserez la question. Mais ce qui est beaucoup plus fort, si vous voulez, c'est cette idée de travail. Toute l'évolution des systèmes de distribution, c'est la mise au travail des consommateurs. Hein, l'hypermarché, c'est comment transformer le consommateur en manutentionnaire. On pousse son chariot, c'est scandaleux. Et aujourd'hui, on fait soi-même la caissière, avec les scanners. Donc, c'est beaucoup plus, je vous ai dit, méthode, hein, je ne dénonce pas. Hein, il y a des avantages. La contrepartie de ça, c'est d'avoir eu des prix beaucoup plus bas, d'avoir eu une popularisation, j'essaie de ne jamais utiliser le mot démocratisation, une popularisation de la consommation de certains biens. Donc ça peut être considéré comme un progrès. Donc cette idée-là d'un consommateur producteur, d'un consommateur travailleur, on la retrouve chez Alvin Toffler dès 1983. Si je n'ai pas trop travaillé là-dessus, mais je pense qu'on pourrait retrouver des références plus récentes. Un sociologue comme Ritzer utilise pleinement cette idée-là hein, dans un ouvrage sur la globalisation qui s'appelle « La McDonaldisation du monde », qui est sorti il y a quelques années, on va dire dans les années 90. En France, on a une sociologue qui a fait un ouvrage, alors lui, complètement critique, je ne vais pas partager complètement son côté critique, qui est, j'oublie son prénom, Dujarier, le consommateur au travail. Et puis très récemment, on voit cette problématique réapparaître dans le monde du digital. Alors j'ai cité des collègues que j'apprécie, Antonio Casilli et Dominique Cardon, qui est à Orange, et on parle aujourd'hui de digital labor, où on parle même de shadow labor, de shadow work, hein, de travail de l'ombre. Et le digital labor, c'est très simple, c'est s'intéresser à ce travail que font les internautes pour les marques. Une entreprise comme Facebook, ses ouvriers sont le 1,5 milliard de gens qui déposent des photos, des commentaires et des choses là-dessus. Hein, ce travail-là de production de l'information qui était dédié auparavant à des métiers particuliers, dont celui de journaliste, sont assurés par tout un chacun. Et naturellement, les travailleurs de Facebook ne sont pas payés ou n'ont pas de retour. Quand vous regardez le chiffre d'affaires de Facebook, qui est de l'ordre de 3 ou 4 milliards à peu près de dollars actuellement, ce qui n'est pas encore énorme, mais ça va augmenter, et que vous considérez les coûts d'infrastructures que Facebook déploie, alors on peut les calculer facilement. Hein. Aujourd'hui, 1 gigaoctet de données, ça coûte 1 centime. D'accord ? Donc multiplié par le nombre d'utilisateurs, multiplié par le volume d'informations que représentent à peu près les choses. En gros, si on dit 100 ou 200 millions de dollars d'investissement matériel pour conserver l'information, c'est pas beaucoup. C'est assez raisonnable, hein, on ne va pas se tromper de beaucoup. C'est une très faible fraction des recettes encaissées, des recettes publicitaires encaissées par Facebook. Au passage, les gains de productivité dans le monde des plateformes hein, sont assez remarquables, on peut les fixer assez simplement. Quand un Toyota réalise environ 150 000 $ de chiffre d'affaires par employé, quand, ça je l'ai calculé moi-même, la BNP ou le Crédit Agricole génère dans les services à peu près 250 000 € par salarié, un Google en génère 1 million. On a changé d'échelle avec ces plateformes. Alors, consommateurs comme travailleurs, quand même quelques rappels. J'ai évoqué la distribution avec une dent un peu dure, mais effectivement, dans les formes de commerce, notamment alimentaire, celles qui dominent absolument, ce sont celles du self-service.
Et aujourd'hui, dans le monde des services, il y a cette idée de self-care. Faites le travail de soin de vous, vous-même. C'est quand même la tendance majeure, même si les marketeurs des entreprises ont une petite tendance à se justifier en disant « je vais développer des services et il faut une meilleure qualité de relation, etc. etc. » La réalité observable, c'est qu'une grande partie du travail de consommation et de distribution est assurée par les consommateurs eux-mêmes. Et là, on en arrive, avec les grandes plateformes, à une espèce de paroxysme. Ce travail est gratuit. Et puis, je vais reprendre l'idée à Philippe Moati, avec qui on a régulièrement l'occasion d'échanger, mais son idée des effets utiles est absolument fondamentale. Ça va me permettre de passer à une deuxième partie de l'exposé. Ce que l'on consomme, ce ne sont jamais les produits matériels ou immatériels, ce sont les effets que produisent ces produits. C'est pour moi une idée absolument fondamentale. Je ne vais pas trop commenter ça, mais je veux revenir sur ce consommateur-travailleur, bien comprendre c'est quoi le travail du consommateur. Et d'un point de vue marketing, quand je dépense de l'argent en marketing et en distribution, quand je dépense de l'argent de manière additionnelle en recherche-développement et en amélioration de produits, en innovation, ça c'est la partie industrielle. Qu'est-ce que je fais? Je transfère sur des objets matériels ou immatériels un certain nombre de qualités. Bien sûr, des attributs intrinsèques au produit, dans un aliment, une quantité de lipides, de protéines, etc., mais aussi, et bien sûr, on le sait tous, des attributs extrinsèques, qui sont symboliques, qui prennent leur valeur dans la relation aux autres et à la société. La valeur intrinsèque d'un iPhone aujourd'hui, vous pouvez vous dire qu'elle représente à peu près 25 à 30%. Oh, elle représente la moitié de l'iPhone, puisque sur un iPhone qui est vendu, la marge de Apple, la marge industrielle, est de 50%. Donc quand vous payez un iPhone 800, vous payez en réalité 400 € d'attributs symboliques. D'accord? C'est vérifiable. Ces attributs qui appartiennent encore au produit ne constituent pas encore la valeur pour le consommateur. Elle va les constituer effectivement dans un jugement, les spécialistes de nutrition, de tests de qualité, hédonique, etc., connaissent bien ça. Une valeur hédonique est fonctionnelle, une valeur résiduelle dans le cas de certains biens quand on peut les revendre ou les retraiter, économie circulaire, même ma salade, je peux la donner à mes tortues, et ça a une certaine valeur, bon, je distingue les deux. Mais surtout, l'essentiel, c'est que cette valeur perçue, interne, l'utilité des économistes, elle n'en reste pas là. Elle va demander, pour s'exprimer, un certain effort du consommateur. Ça redevient à la mode, l'effort du consommateur dans les services. Justement, dans le monde digital, on a un indicateur, le CES, le Customer Effort S, je ne sais plus, Satisfaction, c'est-à-dire la mesure de l'effort que doit faire le consommateur pour pouvoir accéder à un produit. C'est spectaculaire dans le monde du digital parce qu'on parle beaucoup d'expérience client dans ce monde-là, et en fait l'expérience client est une non-expérience, c'est l'expérience des irritations que l'on a à pouvoir obtenir l'information que l'on veut. Et on essaie de réduire cet effort. Dans certains cas, il y a des très vieux travaux des années 80, un certain Cardozo, qui montraient que lorsque le consommateur fait un effort, sa satisfaction est plus élevée encore. J'aurais pu mettre la flèche dans l'autre sens. Mais je ne veux pas trop détailler, simplement je veux dire que cette prise de conscience de l'effort, du travail au sens physique est fondamentale pour comprendre comment ça se transforme en valeur marchande, c'est-à-dire en consentement à payer. Voilà une certaine vue du consommateur, je pense, qui est relativement inhabituelle. Mon conseil général, si on veut comprendre le digital et le rôle du digital dans des processus de distribution et de consommation, y compris alimentaire, il faut être extrêmement attentif aux efforts et au travail que fait le consommateur pour produire la valeur. Il est le seul à produire cette valeur. Alors, je l'ai déjà évoqué, mais on va le reprendre. Dans ce contexte-là, Internet, c'est un essai de définition un petit peu alternatif. C'est quoi? Je vois que certains prennent des photos. Alors, la présentation est déjà disponible, en fait. Donc, vous pouvez la consulter sur votre iPhone, si vous en avez un. Bon.
Simplement, l'adresse c'est benavent.fr. Je me suis digitalisé il y a très longtemps, et par paresse, pour la petite histoire. Je suis toujours en retard, je l'étais encore, et donc je n'arrivais pas à faire les polycopiés pour mes étudiants. Donc dès les années 95, j'ai fait mes premières pages HTML, simplement pour pouvoir délivrer mes transparents avec le moins d'efforts. C'est peut-être pour ça que j'évoque Internet comme un outil de gain de productivité. Voilà l'histoire. Donc, c'est quoi l'Internet? Pour moi, ce sont d'abord, je les aborde comme des systèmes qui permettent des gains de productivité qui se déplacent de la sphère industrielle vers la sphère de consommation. Vous l'avez bien compris. Par une meilleure coordination des tâches, je reviens sur cette idée, entre les entreprises et les consommateurs, mais ça c'est déjà le passé, surtout entre les consommateurs eux-mêmes, et ça c'est le sens des grandes plateformes collaboratives, qui distribuent des rôles de producteurs et d'utilisateurs. Donc, on retrouve ces gains de productivité dans l'économie domestique, et on trouve sa concrétisation au passage, hein, c'est encore une fois un mot de Simondon, hein, la concrétisation pour Simondon, c'est le fait que des objets techniques prennent leur autonomie et deviennent des tout intégrés. Et effectivement, on est dans une phase où l'Internet comme objet technique, fait d'un patchwork de techniques séparées, est en train de s'intégrer dans un sens social sous le modèle des plateformes. Quand je mets plateforme, naturellement, ça peut être plus large, j'entends ce dont on parle beaucoup, plateformes collaboratives. Bien sûr, les plateformes sociales à la Facebook qui font de la coordination entre les personnes, mais dont les variantes sont en train de se multiplier. Il n'y a pas que Facebook dans ce monde. Et bien sûr, les plateformes marchandes, je rappellerai au passage, et ça concerne fortement la distribution et ça doit inquiéter la grande distribution alimentaire, 40% du revenu de Amazon n'est pas une activité de commerce, mais juste une activité d'intermédiation au travers de sa place de marché. Et ça rapporte 10% des transactions. Sans coût. Donc, en termes de marketing, soyons clairs, moi j'oublie complètement le modèle de la persuasion, cette idée d'un marketing publicitaire, qui essaie de développer des images, des slogans, des mots pour bouger l'attitude des consommateurs et faire qu'ils aient des prédispositions à l'égard de certains modes de consommation, de certaines marques, de certains produits, c'est quelque chose qui est toujours là, mais qui appartient au passé. Aujourd'hui, le consommateur, c'est un ouvrier comme les autres. Le rôle du marketing, ça va être d'organiser son travail. Je vais juste évoquer un cas inabouti d'une entreprise, petite entreprise start-up que j'ai suivie, qui s'appelait Hoplist, qui a échoué, et qui montre toutes les difficultés que l'on peut avoir dans le domaine qui nous intéresse, dans ce travail de digitalisation. Et qui permet... Le cas, c'est très simple. S'il y a un objet aujourd'hui qui devrait être central dans les systèmes de consommation alimentaire, c'est tout simplement une liste de courses digitales. J'ai parlé d'agenda, c'est l'agenda de l'alimentaire, et c'est l'objet qu'aujourd'hui personne n'arrive à inventer de manière satisfaisante. C'est un objet qui jouerait un rôle, pas la peine de détailler, c'est assez visible, à tous les stades du parcours client. La recherche d'informations, d'idées nouvelles, la façon de faire des courses, comment obtenir des prix. Hein. Ça symbolise, je crois, relativement bien. La grande question, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que, et là on va retrouver le social, on va retrouver l'humain, parce que ça se confronte à une difficulté, c'est en désaccord avec nos pratiques sociales. Alors, de prime abord, au démarrage du projet, il avait fait des enquêtes, et on s'était rendu compte dans ces enquêtes qu'un Français sur deux fait une liste de courses avant de faire ses courses. Et que quand on fait ses courses, 1 sur 2 l'a fait sur son téléphone, avec les post-it électroniques. Donc on se disait, lui se disait, il y a un potentiel, les gens vont adopter. Alors là, on va sur un autre aspect. Si on a une analyse par les usages, on se dit, tiens, il y a déjà un usage qui esquisse
un usage qui serait amplifié, amélioré en termes de productivité par un dispositif électronique qui permet de mieux coordonner les activités. Un des facteurs d'échec, c'est une pratique sociale, celle de comment faire ses courses. On ne les fait jamais seul. La liste de courses n'est pas une liste qui est établie par une personne, elle est établie par les plusieurs personnes qui sont dans le foyer. Se posent là des problèmes de coordination très importants. Comment mettre à disposition les courses de monsieur et de madame, des enfants, etc. Cette course, elle se constitue de manière dynamique. On la fait à la maison avant d'aller faire les courses, mais on peut la refaire dans le magasin. Elle est complétée par un coup de fil et n'oublie pas la lessive. Toute la difficulté ici, c'est de faire coïncider des techniques, un ensemble de techniques avec une pratique. Et dans la pratique, vous voyez que ma liste ne correspond pas à un comportement totalement planifié. Il y a une part d'improvisation dans la constitution dynamique de la liste. Mais deuxième, ce n'est pas ça la source d'échec du projet. Ça n'a pas été là. La source d'échec du projet, c'est qu'une liste de courses, si elle devient électronique, elle enrôle au sens de la tour, où elle doit enrôler d'autres acteurs. Ben, les premiers acteurs, ce sont les producteurs. Il y a des codes EAEN, mais il n'y a pas de catalogue EAEN. Pour avoir une course qui fonctionne, pour avoir une liste de courses qui fonctionne, il faudrait que tous les produits, le grand catalogue que vous avez évoqué, puissent exister. Il n'existe pas. Il y a une distribution de codes, un peu sur le modèle de l'Internet, de manière hiérarchique. On vous donne un radical et vous ajoutez les références complémentaires. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il fallait pour cette société faire le tour de l'ensemble des producteurs, aller voir Danone, aller voir Nestlé, aller voir un tel, pour pouvoir obtenir les informations et l'étiquetage produit, les intégrer dans la liste et faire que l'usage de cette application, il n'y a pas de difficulté là-dessus, soit, comme on dit, seamless, sans couture, sans problème. Je tape 2 lettres, j'ai tout de suite la liste des produits, comme dans Google, et apparaît, sans faire d'effort, encore une fois, effort, productivité, le produit que je souhaite dans la définition que j'ai. Ça s'est heurté à ce type de difficulté de coordonner des organisations sociales différentes. Alors naturellement, ce qu'une start-up ne peut pas faire, on peut imaginer qu'un Google va le faire parce qu'il a déjà les données. Il a déjà référencé les catalogues. Et une société comme Apple, vous connaissez quelle est sa trésorerie? Vous savez de combien de milliards ils disposent pour acheter ce qu'ils ont envie aujourd'hui? C'est 200 milliards. 3 fois le déficit là, disponible en cash. Google, c'est beaucoup plus intéressant, il dispose de tout. Comment on peut fabriquer un catalogue? J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une autre start-up française intéressante qui s'appelle Webpingo, qui fait des moteurs de recommandation notamment, et qui travaille pour un distributeur alimentaire. Et ce distributeur leur a demandé de reconstituer leur catalogue. Eux ont dit, ne nous donnez pas de base de données, de toute façon elles sont mal faites. On va le faire nous-mêmes. Ils ont utilisé un instrument technique, on appelle ça un crawler, et ils ont fait ce qu'on appelle du scrapping. Le scrapping, c'est un automate qui circule sur le web, qui va rassembler toutes les informations et qui va les restructurer. Ça, c'est le genre d'opération que va pouvoir faire un Google. On va voir un jour ou l'autre une liste de courses de Google sortir. Alors, ici, bon, je ne vais pas aller plus loin, je voulais simplement marquer une petite chose au travers de cet exemple qui concrètement donne une idée de difficulté qu'il y a quand même dans le monde digital, de l'importance, alors j'ai été un peu négatif sur les données, mais quand même de l'importance de l'accès aux données. Au passage, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais j'ai vu qu'ils étaient sur la liste. Je vais saluer Open Food Facts, qui est la base de données nutritionnelle réalisée en open source et qui peut être à la source de beaucoup d'innovations. Moi, je voulais simplement souligner une chose. Considérer le consommateur comme travailleur, c'est une chose. Qu'est-ce qu'il produit? On va y venir, parce que je vois que le temps passe.
il produit une chose qui s'appelle l'expérience de consommation, je vais y revenir, mais cette expérience, ou du moins cette expérience est produite dans une utilisation de techniques qui lui permettent d'obtenir des gains de productivité, mais dans un cadre général qui est celui des pratiques sociales. Alors, quand on parle de pratiques sociales, je vais simplement, c'est un peu plus développé dans le papier cette idée-là, et là il y a des points de méthode qui sont importants. Les entreprises mettent beaucoup l'accent sur les usages, c'est-à-dire sur un rapport à l'objet. Quand on parle d'usage, on est centré sur les usages. On structure cette relation dans le cadre de ce qu'on appelle des affordances. Le fordance, c'est un terme qui a été forgé par un psychologue, que les designers utilisent beaucoup. Le fordance, si vous voulez, c'est la fonction potentielle qu'un objet propose à un sujet donné dans le cadre d'une relation. Un tournevis, pour un électricien, servira à tourner des vis. Pour un serial killer, ça peut être une arme redoutable. Donc il n'y a pas de fonction dans les objets, hein, dans cette conception-là, il n'y a pas de fonction naturelle, intrinsèque. La fonction, elle vient de la rencontre, de la relation avec un usager. Ma liste de courses va, comme objet technique, va jouer un rôle dans la relation qu'on a avec le consommateur. Ces fonctionnalités vont être émergentes, dépendent de l'usage qu'il peut avoir d'un certain nombre d'objets. Par exemple, dans le papier j'évoque l'exemple, le réfrigérateur. On commence à voir, j'ai repéré 5 modèles de réfrigérateurs qui sont mis sur le marché avec une tablette incorporée et qui permettrait de reconnaître l'absence ou la présence de lait dans le frigo et sans doute, je n'ai pas regardé suffisamment en détail, de générer des listes de courses et éventuellement de faire directement la commande chez Leclerc ou Intermarché avec livraison dans le drive. Je vous rappelle encore un chiffre. Aujourd'hui, hein, on est dans des trucs qui sont là. Hein. Les drives représentent à peu près, selon les distributeurs, on va dire de 7 à 10% du chiffre d'affaires. Hein. Donc dans la consommation alimentaire, dites-vous qu'aujourd'hui, 7 à 10% passent par un circuit de distribution qui passe par un écran. Hein. Donc on n'est pas dans des choses du futur, on est déjà dans des choses du passé, hein, quand on parle digitalisation, sous un certain angle. Je ne suis pas sûr du tout que ce réfrigérateur va fonctionner en termes d'usage. On en verra peut-être des détournements. Oui, Eufordance, pardon, juste pour repréciser. On ne sait jamais ce que les gens vont faire avec les objets techniques. Le bouton like, vous le connaissez tous hein, sur Facebook. Tu vois un papier qui est sorti dans First Monday, une revue sur le digital et digital. Un chercheur a identifié 21 fonctions d'utilisation du bouton like. Donc un bouton like, ça sert basiquement à dire « j'aime bien le contenu », mais très souvent aujourd'hui, c'est systématiquement utilisé comme du grooming social. Hein, ça permet de gratter les puces de ses amis. En appuyant sur le like, on ne dit pas qu'on aime bien, on dit « j'ai vu ton truc et je te montre que j'ai vu ton truc ». Voilà. C'est une fonction inattendue. Ça amène aujourd'hui à réfléchir, et c'est une réflexion très importante chez Facebook, à réfléchir à un bouton dislike. Mais ils ne veulent pas mettre de dislike. Pour une raison très simple, c'est que le but du jeu, c'est de faire que les consommateurs transmettent du contenu favorable. On crée systématiquement chez Facebook un biais sur la production de contenu, parce que le contenu favorable, on sait que ça favorise le partage, l'échange et ce qu'on appelle l'engagement chez les publicitaires du digital. Parfait. Mais il y a de temps en temps des choses spectaculaires et terribles, hein, la destruction de l'arche à Palmyre par Daesh, ce petit garçon mort sur une plage, et on a envie de dire, j'adhère à l'indignation, mais on ne va pas dire j'aime. Donc comment dire qu'on aime quelque chose qu'on n'aime pas ? C'est aujourd'hui la principale préoccupation de Facebook. Mais vous voyez qu'un tout petit objet, aussi ridicule que ça, a des conséquences sociales et des implications sociales extrêmement importantes. Elle rappelle aussi que nous sommes des animaux sociaux et la technique ne nous domine pas complètement.
On est dans une logique du bricolage et du braconnage. Hein. C'est un certain De Certeau qui, dans les années 80, a développé ces idées. On se dit que les usages surgissent par les innovations, des innovations qui finalement sont partagées. La pratique sociale, c'est quand même une notion qui est plus large, qui est centrée sur un domaine signifiant. L'alimentation peut être décrite par des pratiques sociales. Des gens qui vont prendre soin de leur corps et de leur ligne parce qu'ils ont des soucis de représentation et vont organiser l'ensemble des activités tournant autour de l'alimentation, autour de ce but, et vont les structurer et emprunter socialement les éléments qui structurent ce type de consommation. L'hédoniste que je suis va développer d'autres pratiques sociales. Je suis un cadre supérieur comme les autres, avec 2 enfants grands, on discutait tout à l'heure, qui me coûtent bien cher. Je suis malheureusement, comme tout le monde, obligé de me restreindre lorsque je fais mes courses, mais ma pratique sociale hédoniste m'a amené à recomposer ma façon de faire les courses, à abandonner l'hypermarché, à visiter systématiquement les hard discounters dans la semaine, mais à me préserver le dimanche matin pour m'acheter la viande sur le marché et des viandes de qualité. C'est ça la pratique sociale. Hein? J'évoquais, mais je ne vais pas le développer ici implicitement, quelqu'un qui est important pour penser la technique, hein, qui est Latour, au travers de la théorie de l'acteur-réseau, mais on va passer simplement l'idée d'inscription dans une histoire. Le message ici pour la liste de courses, on peut être inventif, on peut échouer, et les innovations techniques et le digital peuvent échouer, pas forcément parce qu'on ne réussit pas à trouver l'usage est là de liste de courses, mais simplement parce qu'on n'arrive pas à insérer l'objet technique dans les pratiques sociales. C'est le grand défi, à mon avis, dans l'alimentation, puisque l'alimentation est un domaine dans lequel les pratiques sociales sont les plus anciennes, les plus ancrées et les plus difficiles à modifier. Et là, on a peut-être un petit gap. Je vais poursuivre sur la chose la plus importante, en fait. Consommer, c'est quoi? Je dis, c'est travailler, mais travailler pour des effets utiles. Ces effets, c'est ceux qu'on décrit en marketing depuis les années 90-2000. C'est ce qu'on appelle l'expérience de consommation. C'est quoi l'expérience de consommation? C'est simplement le sentiment subjectif que l'on éprouve avant, pendant, après la consommation et qui nous amène à développer un certain nombre de... Alors, j'ai repris le titre d'un article important, hein, c'est une vieille idée, d'un article dans le Journal of Consumer Research de Ishman et Brook. Fantasy, un certain nombre on traduirait ça par fantasme, non, c'est pas fantaisie, mais d'une activité cognitive, pour faire savant. Un certain nombre d'émotions, de sentiments, et des actions. Le fun se réfère à ce que l'on fait. Consommer du foot, c'est se lever, crier, faire la hola. C'est le fun. Consommer Oh, ça c'est bon. L'heure tourne. Oh, mais il est tôt encore. Consommer du confit de canard en effiloché avec un peu de cannelle et farcissant un butternut. Très bonne recette. C'est une autre manière de consommer. C'est pas une autre manière de consommer. L'expérience de cette consommation d'une recette, vous voyez qu'elle elle va se trouver dans une activité cognitive. L'effort qu'on a fait pour imaginer cette recette et l'ajuster avec des noisettes hein, dans la viande et des oignons. Petite invention personnelle. Donc une activité cognitive qui se déroule, la consommation alimentaire, c'est déjà faire la cuisine, c'est un certain nombre d'émotions qui vont peut-être se manifester. Ben, ma belle-fille qui a dit « Ah, c'est vachement bon !» alors que d'ordinaire, elle est plutôt au jambon frites. Naturellement, toutes les activités qui vont être autour, ma compagne qui naturellement a pris son mobile, a pris le plat en photo et s'est dépêchée de le mettre sur Facebook. L'expérience de consommation, c'est tout ça. Mais c'est avant tout quelque chose de subjectif. Hein, donc là, j'ai mis les 3 dimensions. Comment les entreprises agissent? Et on va se poser la question du digital. Hein, quelle va être la place du digital? Comment on peut agir sur les sujets pour l'aider à avoir de meilleures expériences? Ben, très clairement, on va jouer sur 2 plans. Un,
sur les schémas interprétatifs du sujet, sur sa culture, sur sa connaissance, sur ses émotions. Et là, on comprend le rôle du web encyclopédique que j'évoquais tout à l'heure et qu'on voit bien se manifester dans l'incroyable prolifération des blogs de type culinaire. C'est quand même un des domaines dans lesquels le digital est le plus présent. Les recettes de cuisine, notamment, bien sûr renforcées par la télévision, mais les masterchefs, etc. Et puis ensuite, dans une mise en scène du contexte, ce qui est sans doute le point le plus important. Donc voilà, l'idée, consommer, c'est éprouver des expériences. Éprouver des expériences, c'est le fait d'un travail du consommateur. Le rôle du marketing et des marques va être, en travaillant le contexte et les façons de penser cette alimentation, de renforcer ces expériences. Et entre guillemets, puisque j'aime pas le mot, l'outil, c'est naturellement l'ensemble des interfaces digitales. Quand on parle du digital, on est dans le digital. Si je choisis cette image, je ne vais pas développer les autres idées, c'est très clairement, on se rend compte que même tout petit enfant, avant de parler, il y a un truc extrêmement bizarre qui s'est formé, c'est qu'on est capable d'utiliser ces outils, de les toucher, de les caresser, de les malaxer et d'exercer des actions. Tout à l'heure, j'ai parlé de persuasion. Le marketing a été longtemps formé par l'idée de persuasion. Je peux transformer l'attitude d'un sujet à l'égard d'un objet et ça va faciliter le passage à l'action. Mon idée forte ici, c'est de dire que dans le monde digital, on n'a plus besoin de passer par l'attitude, on est directement dans le domaine de l'action et d'une action physique, manuelle, qui est de manipuler un objet. J'aime bien cette photo, elle rend compte du sujet à l'état le plus naturel, le plus immédiat et en même temps le plus complexe. Observer toutes les mimiques, les rapports et l'activité sociale qui est développée par cet enfant. Ça va m'amener à ce qui est vraiment, pour moi, la perspective aujourd'hui. Il y a des auteurs qui s'appellent Kaiserstein et, j'oublie son prénom, Kahneman, prix Nobel d'économie en passant, 5 minutes, parfait, qui développent cette idée de nudge. Qui a déjà entendu parler de l'idée de nudge? C'est juste pour un sondage personnel. Donc pas beaucoup, Donc au moins je fais une chose bien. Nudge veut dire coup de pouce. Pour être très trivial et vous en donner une image qui est directe, vous savez que les hommes ne sont pas très propres aux toilettes et ont tendance à viser à côté. Donc un système de nudge, comment on peut orienter les comportements? Tout simplement en mettant le sticker, un autocollant de mouche, au milieu de l'urinoir. Je me permets, Duchamp à utiliser aussi les urinoirs. Et on vise droit. Voilà, ça s'appelle un nudge. Ce nudge, je vais en donner quelques exemples, ça va être le terrain de jeu des objets connectés. C'est ça le but. Juste quelques petites remarques sur l'évolution du rôle du marketing. Marketing des 4P, le marketing qu'on enseigne encore dans les écoles de commerce, qu'on enseignait pendant longtemps, un marketing des années 50, était là pour résoudre un problème simple de l'entreprise. Comment faire pour que le consommateur préfère Tropicana à une marque de distributeur? Multipliez tous les exemples que vous avez. Le rôle du marketing se concentrait pendant longtemps sur simplement orienter et structurer les préférences. La révolution du marketing, elle date des années 90. C'est de dire les produits sont peu importants, ce qui est important, c'est de réussir à créer une relation avec les clients, de les enfermer dans cette relation et de les garder le plus longtemps pour exploiter la valeur que les clients produisent, la somme des consentements futurs à payer. C'est ce qu'on a appelé pendant longtemps la valeur client. C'est ce qui a expliqué le développement formidable des programmes de fidélisation. C'est ce qui explique toujours la tentation de certains acteurs, je pense notamment à Danone, qui pense à se dire « et si on bypassait le distributeur pour alimenter directement le consommateur, renouveler son stock de lait ?» Au passage, c'est ce qui se faisait. Moi, quand j'étais enfant dans le Nord, dans le bassin minier, j'habitais une ville qui s'appelait Courcelles-lès-Lens. Dans ce monde-là, il y avait un livreur de bière qui passait dans la rue, klaxonnait, et un livreur de lait. Donc on ne réinvente pas, on le fait un peu différemment.
Très clair que depuis les années 90, on est très orienté là-dessus. Beaucoup se posent la question de peut-on le faire dans le domaine de l'alimentaire, à quel degré, la structure de l'abonnement. Aujourd'hui, on est en train de passer dans un autre monde. Le marketing est en train de passer dans un autre monde. Il est en train de passer sur un problème un peu différent, qui est comment agir sur la conduite des individus et des populations prises dans leur ensemble. J'ai évoqué tout à l'heure Airbnb. Je vais évoquer le cas de Blablacar. Quel est le problème aujourd'hui de Blablacar? Ou quel va être le problème de Blablacar? Blablacar, c'est une entreprise qui est absolument similaire à Mythique ou à toutes les plateformes de rencontres. Alors, je vais plutôt parler de plateforme de rencontres. Quand on est une plateforme de rencontres, quel est le problème qu'on a à résoudre? Le problème qu'on a à résoudre, c'est que les consommateurs sont les produits des deux côtés. Les hommes consomment des femmes, les femmes consomment des hommes. Le problème, c'est d'ajuster ces deux populations pour qu'elles soient dans une juste proportion qui corresponde aux stratégies de séduction de chacun. Le grand problème, là, on a un problème de comportement. Si je prends cet exemple, c'est parce qu'il est marquant. Les rôles sociaux, les pratiques sociales qui se traduisent dans les différences de genre font que les femmes ont plutôt une certaine passivité, une stratégie qui est de choisir celui qui présente les signes de qualité les plus élevés. La queue du paon, ni plus ni moins. Donc généralement, sur ce type de plateforme, les femmes répondent beaucoup moins, très peu. Les hommes, au contraire, vont avoir une stratégie de dispersion, vont multiplier les prises de contact, souvent brutales, semble-t-il, et jusqu'à ce qu'ils puissent tomber sur la personne qui convient. Le problème, c'est que comment faire payer? Si on laisse la nature faire, le climat dans ces plateformes est absolument désastreux. C'était le cas dans les années 90, 2000, dans les forums et autres sites de rencontres. Une innovation telle que Mythique a été de dire on va travailler dans un sens pour pouvoir interdire, on va dire, les comportements abusifs et grossiers d'une grande partie des hommes. On va agir sur les comportements de telle manière à ce que la population des hommes apparaisse pour les femmes comme beaucoup plus satisfaisante et faire que la plateforme devienne une option légitime de stratégie conjugale. Voilà, pour le dire un peu savamment. Et on est dans les mêmes problèmes aujourd'hui dans cette économie de plateforme. Quand je suis un Blablacar, si mes conducteurs sont imprudents, conduisent mal, mes utilisateurs vont avoir un risque perçu élevé à utiliser les plateformes et ne vont pas y aller. Donc ce qui est indispensable, c'est de fabriquer le produit. Et fabriquer le produit pour Blablacar, c'est comment faire en sorte que les conducteurs de Blablacar roulent moins vite, plus prudemment, de manière plus souple que l'ensemble. Aujourd'hui, ils font de manière très simple. Il y a une note secrète, une note de conduite qui n'apparaît pas sur la fiche du conducteur. Il y a une note que l'utilisateur, le passager, donne au conducteur et que le conducteur donne au passager. Au passage, je me suis amusé à tester ça économétriquement. Ça n'a strictement aucun effet sur les réservations et sur les prix qui sont pratiqués. Et on le comprend bien parce que le dispositif, qui est un dispositif de nudge, est mal conçu et fait quand il y a notation réciproque, généralement, on met la meilleure note. C'est ce qui se passe dans les écoles de commerce où on demande aux étudiants de noter les profs. À partir de ce moment-là, les profs donnent des bonnes notes aux étudiants et donc les étudiants donnent des bonnes notes aux profs. Et les notes n'ont plus aucun sens. Abandonnons les notes. Généralement, ça ne produit jamais le résultat que l'on souhaite. Mais la note cachée, là, il n'y a pas de risque de biais social ou d'exposition sociale. Le passager va noter la conduite de manière secrète. Blablacar ne va pas publier cette note, mais Blablacar va pouvoir avoir cette information. Alors je ne sais pas s'ils vont le faire, s'ils le font ou pas, là je ne suis pas suffisamment informé, mais on imagine très naturellement que grâce à cette note, ils vont mettre en avant ou non certains conducteurs. Et on va agir sur les comportements globaux. Vous vous rendez compte qu'en fait aujourd'hui, un Blablacar est en mesure de faire ce que la prévention routière est incapable de faire, par des techniques de nudge. C'est ça l'enjeu marketing aujourd'hui du monde digital. Alors,
Derrière cette idée de nudge, chez les auteurs que j'ai évoqués, il y a une réflexion de sciences politiques. Hein. Bon, on est aux États-Unis, un pays où l'État n'est pas très respecté, il y a des conceptions dites néo-républicaines qui se développent, c'est-à-dire le point de départ pour eux, c'est comment justifier l'intervention de l'État, avec une certaine définition de la liberté comme interférence non arbitraire, interférer dans les décisions individuelles, mais en faisant en sorte qu'on le fasse pour une bonne cause, tout en laissant un libre choix, et ils appellent ça le paternalisme libertarien. Je n'ai pas le temps ici de développer, mais simplement sachez que ces idées sont assez essentielles aujourd'hui dans la conception du monde et la conception politique que l'on peut avoir du monde. En gros, ce que je suis en train de raconter, aujourd'hui, faire du marketing, c'est faire de la politique. Le marketing, c'est gérer des populations, agir sur les croyances et essayer d'interférer, mais de manière légitime et raisonnée. Et avec un outil qui va être, là, le nudge. Et on utilise ces nudges et on les justifie parce qu'on a une conception des sujets qui est une conception de sujets vulnérables. C'est assez à la mode aussi de ce côté-là de l'Atlantique, 0 minute. Alors je vais foncer, qui est là. Alors, deux petites choses pour conclure. Ces fameux objets connectés qui constituent, je dirais, la texture future du nouvel Internet, du nouveau monde digital, comment je les considère? De manière très simple. Ce sont des boucles de feedback. L'objet enregistre vos activités, les stocke dans des bases dites de big data par des procédés de crowdsourcing, qui sont retraités par des algorithmes plus ou moins sophistiqués qui sont aujourd'hui le nerf de la guerre, et qui vont se traduire au niveau des individus par toute une série d'informations qui sont des notifications, qui sont des tableaux de bord, qui sont différents signaux, qui sont des techniques de filtrage, des systèmes de gamification, de stimulation et de motivation qui vont vous amener, en fonction de votre trait psychologique, en fonction de normes que le sujet se produit lui-même ou qui sont imposées par l'environnement, à modifier vos comportements. Quand on parle d'objets connectés, on est en train de parler de la mise en place massive de ce type de système. J'ai un bracelet, je cours, on enregistre mes données, un algorithme me crée mon tracé, ma carte, et la partage sur Facebook, et va me comparer mes résultats à, par exemple, ce que font mes voisins et mes amis qui sont sur la même plateforme. Ça va créer peut-être, ou peut-être pas, une modification qui va m'amener à courir plus longtemps, à atteindre mes 10 000 pas ou à courir plus vite. On ne travaille plus sur le niveau des attitudes, on travaille directement sur les comportements et on rentre dans une ingénierie massive de modification des comportements. Je vais finir là-dessus. Si on élargit un petit peu les choses, le marketing, c'est répondre à la question comment gouverner les populations. La métaphore pastorale, elle vient directement de Michel Foucault. C'est lui qui a utilisé cette idée de gouvernementalité pour comprendre comment l'État gérait les populations. C'est conduire le troupeau, donc la population, en agissant sur quelques individus, parties d'individus. Bon, j'ai un peu poussé la métaphore, c'est pas ces mots. Hein, la brebis écarlée, le mouton noir et le bélier comme chef, qui permet d'emmener l'ensemble de la population et chacune de ces parties des individus dans une certaine direction. Et le monde qui se dessine, le monde digital qui se dessine si on est contemplatif et sur lequel il faut réfléchir en termes de méthode si on est acteur de l'entreprise et on se dit comment je vais employer le digital pour améliorer mes parts de marché, ma situation, etc. Il ne faut plus du tout raisonner en termes d'information ou de communication, c'est-à-dire sur un modèle publicitaire. Il va falloir se dire mais comment je vais farcir mes consommateurs d'objets et d'instruments, les instrumenter, j'aime beaucoup le mot appareiller, les appareiller pour agir sur leurs conduites, des conduites qui ne sont pas forcément liées à la consommation elle-même vue comme expérience, mais des conduites qui vont faire que leurs effets sur les autres consommateurs vont permettre de produire de l'expérience et une certaine valeur. Mon exemple de Blablacar, j'espère, était assez clair. Voilà, je vais en finir là et me livrer à vos questions.
pense que j'aurais présenté un regard un petit peu différent de ce qu'on peut entendre sur le sujet. J'espère en tout cas. Merci beaucoup. On voulait une ouverture, je crois qu'on l'a eu. C'est vraiment une perspective très intéressante. On a retrouvé à peu près tous les mots-clés qui nous intéressaient dans les questions qu'on a abordées. On était parti de fiches standardisées de produits alimentaires, c'est bien trivial. Ensuite, le catalogue électronique. Ensuite, le méta-catalogue, le catalogue de tous les catalogues. On a vu au passage que, alors qu'aujourd'hui, on a des opérateurs de catalogue, que les distributeurs ont des catalogues, que les producteurs ont leur catalogue électronique. Ça risquait de leur échapper à tous. On va arriver que le méta-catalogue soit finalement créé et géré par d'autres, ce qui pose aussi un certain nombre de questions. Ensuite, la liste de courses, qui est l'écoute directement de tout ça, plus des recommandations nutritionnelles qui intéressent aussi un certain nombre d'entre nous au passage. Liste de courses finalement pas si triviale que ça et intéressante à gérer. C'est vraiment un point très, très intéressant, à mon avis, sur lequel. Parce qu'on a déjà des applications de coaching qui gèrent des listes de courses. Je crois que Weight Watchers, par exemple, propose des listes de courses, des listes de produits à ses utilisateurs. Et le problème, évidemment, c'est de la connecter avec les catalogues pour aller plus vite, pour augmenter la productivité, comme vous l'avez dit. Et ça, c'est clairement des enjeux qu'on a. L'autre, c'est l'individualisation. On va à ce moment-là connecter tout ce que vous avez dit là, ce qu'elle veut dire sur les produits, avec toutes les informations sur la santé, que vous obtenez par ailleurs, avec les recommandations par ailleurs. On a les outils qui vous permettront l'autocontrôle, puisqu'aujourd'hui c'est une des questions, en particulier dans le domaine qui nous intéresse, l'alimentation et de la santé, c'est d'arriver à maîtriser ces comportements. Donc on a aussi des objets pour ça. Et puis enfin, pour couronner le tout, les nudges qui sont qui en plus, je dirais, rajoutent une couche de bonne conscience à tout ça, puisqu'on pense que les gens sont vulnérables, qui n'arrivent pas à prendre les bonnes décisions, donc on va les aider à les prendre eux-mêmes. Donc vous voyez qu'on a quand même un certain nombre d'ingrédients qui sont réunis, qui ont des côtés assez fascinants, des côtés très inquiétants aussi, et finalement, même dans leurs aspects qui paraissent les plus sympathiques, je pense au nudge en particulier, que j'aime beaucoup cette notion, qui sont des choses qui imposent une réflexion, je dirais, éthique et politique, tout simplement. On a les néolibéraux purs et durs qui critiquent beaucoup cette vision en disant comme ça on n'est pas rationnel, qui va être plus rationnel que moi pour savoir ce que je veux faire, disent on veut bien à la limite qu'on mette à la disposition des outils d'autocontrôle, des nudges, mais moi je veux choisir mes nudges, je ne veux pas qu'ils arrivent comme ça tout discrètement, bizarrement à l'intérieur d'outils électroniques que je maîtrise particulièrement, etc. Et je pense que l'enjeu, enfin un des enjeux à mon avis est là, ça va être comment maintenant les acteurs, avec leur puissance respective, vont s'insérer dans tout ce tissu que vous avez montré, parce qu'ils n'ont pas se laisser faire. Il faut bien arriver là à conserver les marges de pouvoir qu'on a pour influencer, pour faire partie de ceux qui influencent. Donc voilà, enfin, toutes ces questions sont à mon avis vraiment très importantes. Ce n'est pas des questions, mais c'est des remarques. C'était pour vous laisser le temps de former vos questions. Donc, que nous attendons. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Bon, c'est une vaste question que vous posez. L'intérêt est bon, si vous parlez des distributeurs, non, ils ne vont jamais faire acheter plus. Contrairement à ce qu'on pense, le marketing ne fait jamais acheter plus. J'ai pu travailler à un temps avec les bases de données complètes de cartes de fidélité, avec un collègue qui s'appelle Lars Meyer-Warden dans les années 2000. On n'a jamais vu une carte de fidélité, les systèmes de promotion associés faire augmenter le panier d'achat et la quantité achetée globalement. Il n'y a aucun effet. Je peux vous garantir, il n'y a aucun effet global. On consomme ce qu'on a besoin de consommer. En revanche, ça permet de concentrer les achats chez un distributeur. À partir du moment où cette carte de fidélité, qui est le prototype de la liste de courses, le prototype embryonnaire, c'est un des éléments, mais disons la liste de courses va devenir la future carte de fidélité,
eh bien, on s'insère dans des pratiques sociales, je reviens là-dessus, et on crée une espèce de barrière, une barrière à la compétition qui fait qu'on va aller voir un peu moins les concurrents. Donc l'effet est principalement concurrentiel. Je viens de voir un papier qui vient d'être fait par des gens de Wharton dans un autre domaine de consommation qui est la consommation électrique, et qui pose clairement la question des nudges, une expérimentation que la communauté européenne a faite en Irlande en prenant 3 groupes de consommateurs, aux uns en appliquant un tarif flat, aux autres un tarif discriminé selon les tranches horaires pour réduire les pics de consommation, et un 3e groupe en appliquant des techniques, c'est du nudge, de dynamic pricing, c'est-à-dire un prix qui change en permanence en fonction de la consommation, des situations, etc. Ils se sont rendus compte que les différents modes de tarification, alors là, pour la consommation électrique, c'est très intéressant, hein, puisque en gros, c'était démontrer l'intérêt de Linky et de ce qu'on appelle les smart meters, donc grosso modo, objets connectés. Et ce que vous raisonnez sur la consommation électrique, on pourrait le raisonner en termes de nutrition aujourd'hui, hein, si on a des compteurs nutritionnels. Après, j'évoquerai un cas qui est, pas un cas, mais une expérience intéressante qui est faite par la FING là-dessus et sur des modèles alternatifs. Mais je reste sur cette expérience. Le résultat, c'est que la consommation globale n'a pas bougé, aucune différence entre les groupes. Effectivement, il y a eu des déplacements de consommation chez ceux chez qui on appliquait des tarifs discriminés et chez qui on appliquait un tarif complètement variable, hein, type yield management dans les avions. Ils ont déplacé leur consommation sur des heures plus creuses. Après, il y avait des considérations environnementales. Est-ce qu'effectivement, ça faisait baisser les émissions? C'est pas sûr du tout. Mais si on en reste au comportement du consommateur, ça ne fait pas changer sa consommation fondamentale. La consommation fondamentale, elle dépend du pouvoir d'achat, elle dépend d'appétence, elle dépend d'une culture, elle ne change pas du jour au lendemain et juste par un petit truc marketing. Donc ça, on peut en être clair. Par contre, ça répartit les parts de marché. Donc maintenant, le point qui est intéressant dans l'expérimentation, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un tarif flat, qu'un tarif discriminé, tel qu'on le pratique en France avec EDF, donc avec des tranches de prix fixées selon des horaires, donc un mode de segmentation grossier, il n'y avait pas beaucoup de différence avec un tarif complètement dynamique. Alors là, on peut se poser la question de où est l'intérêt. Pourquoi beaucoup de gens veulent absolument qu'on ait une mesure de la consommation électrique? Linky, c'est déjà dépassé, c'est une mesure par jour. L'idéal, ce serait une mesure par minute. Eh bien, tout simplement, là, on va retrouver les grandes plateformes. C'est elles qui ont un intérêt à faire. Le big data n'apporte pas beaucoup, hein, j'ai entendu des choses. Hein. Big data, est-ce que ça apporte en connaissance? Ça n'apporte rien du tout en termes de connaissance. Hein, il faut être clair là-dessus. On fait suffisamment de stats quand on est économiste ou gestionnaire pour savoir qu'on n'a pas besoin de gros échantillons pour avoir une mesure précise. Donc ça ne sert à rien le big data si c'est pour produire de la connaissance. Ça ne sert à rien. Je suis catégorique là-dessus. Ça sert à agir. Ça sert à agir. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ont des capacités excédentaires de traitement de l'information. Elles s'appellent Amazon au premier plan, 40% du marché du cloud, et qui se disent, mais comment on peut encore étendre ça et faire? Et donc, ils inventent des choses et ils inventent effectivement des besoins auxquels un certain nombre de croyances scientistes qu'on peut avoir, comme celle du big data, beaucoup de données permettraient d'améliorer la qualité de la médecine. J'y crois pas une seule seconde, sauf dans des cas exceptionnels qui seraient le traitement d'image, par exemple, mais en général, non. Mais on développe cette croyance, et croyant à cette croyance, on s'équipe, on s'harnache, on s'appareille, comme j'aime le dire, et là, effectivement, les marchés sont en train de muter. Ça veut dire qu'on a, si vous voulez, la question politique, je suis 1000 fois d'accord, hein, aujourd'hui, le marketing, c'est politique, parce qu'on agit bien au-delà du simple acte d'achat. On agit sur l'expérience même de consommation, hein, simplement ça, et on agit sur l'organisation générale du travail dans la société. Assez radical de ce point de vue-là. Mais ce dont j'ai parlé aujourd'hui, implicitement, je n'ai parlé que d'un seul modèle de données. Et ce modèle de données, c'est ce modèle extrêmement centralisé, organisé autour de plateformes cloud, qui correspond à un choix idéologique et juridique. En Europe, nous vivons dans le pays de l'opt-in. Aux États-Unis, on vit dans le monde de l'opt-out. Aux États-Unis, on a le droit de récolter toutes les données que l'on veut et de les collationner et de les fusionner
comme on le veut. Donc une entreprise comme Axiom actuellement achète, exploite, ramasse tous les fichiers qu'elle peut et fait qu'on a des tableaux décrivant les individus qui comportent des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de colonnes. On va rapprocher vos données médicales de votre assurance santé, de votre activité bancaire, de votre ticket de caisse chez Intermarché, etc. Il n'y a pas de limite qui est offerte là. La seule limite, opt-out, le consommateur peut dire « Ah, moi je ne suis pas d'accord ». Là, il est déjà un peu trop tard. En Europe, on est sur un régime de l'opt-in. Donc en principe, on ne peut pas rapprocher les fichiers. Et on ne le fait pas. Réellement, on ne le fait pas. Déjà, la plupart des entreprises ont déjà du mal avec leurs propres fichiers. Je pense à l'assurance. Pire encore, je pense à un domaine où on récolte énormément de données depuis longtemps, qui est le domaine pharmaceutique. Et là, j'ai eu l'occasion de faire quelques années, quelques missions. Ils ne sont pas du tout en état d'exploiter ces données. Hein. Pas du tout. Il y a des discours et il y a les faits. Ils ne savent pas ce que c'est des fichiers. Ils ne savent pas les organiser. Et le rapprochement, on ne peut pas le faire. Alors, il y a un autre modèle qui est alternatif, qui existe, et je vais évoquer une expérience qui a été faite par la FINC, qui s'appelle Mes Infos, et ça va parler, une des applications était nutritionnelle, et qui est de dire, pensons des clouds, mais qui soient personnels. Donc des petits boîtiers hébergés chez OVH, comme ça c'est en territoire français, et dans lequel on puisse rassembler toutes les données personnelles, hein, ce que Daniel Kaplan appelle les self-data, donc des données qu'on est en train de produire massivement, hein, parce que les premiers producteurs de données, c'est nous-mêmes dans notre usage des objets matériels. Hein. Le simple fait d'être connecté à Facebook, on produit de la donnée. Le simple fait de payer avec sa carte bleue, on produit de la donnée. C'est une donnée qu'on cherche à exploiter, qui est difficile. Le simple fait d'utiliser Flickr et de déposer ses photos dessus, on dépose de la donnée. Le cas de Flickr est intéressant, la force des algorithmes. Vous déposez vos photos gratuitement, ils donnent droit à 1 téraoctet. Mais aujourd'hui, on a des technologies, des algorithmes, du deep learning qui permettent de faire de la reconnaissance d'images. Donc, depuis quelques mois, Flickr est en mesure de classer vos albums photos, milliers, en distinguant ce qui est paysage, portraits, animaux et des grandes catégories comme ça. Et c'est nous qui produisons la donnée, crowdsourcing. L'expérience de la FINC, c'était travailler sur la restitution des données personnelles capturées par les entreprises. Les restituer aux consommateurs dans ce type de boîtier. Bien sûr, on ne peut pas imaginer que les consommateurs les utilisent de manière brute. Par contre, ils ont fait travailler un certain nombre de gens, de développeurs, à développer des prototypes et des applications. Et des applications qui permettent de croiser des données de sources différentes, puisqu'elles sont faites avec le consentement de l'individu et à un niveau extrêmement local, le niveau de l'individu. Donc là, on a des fichiers qui ont plus de variables, mais qui ont moins de longueur, puisqu'on n'a que ces données, on va dire, chronologiques. Et là, on est dans un modèle où on a de la maîtrise, où le consommateur a de la maîtrise sur ces données. Alors, une application pour illustrer, exploiter justement Open Food Facts, et utiliser les tickets de caisse d'Intermarché. Donc l'expérience s'est déroulée sur 300 consommateurs qui ont accepté d'être les cobayes, à qui les entreprises, une douzaine d'entreprises, il y avait AXA, il y avait la santé, clairement, il y avait, enfin c'est ça qu'ils ont en tête, la Société Générale pour la banque, il y avait Google aussi qui était dedans, il y avait... donc Intermarché a accepté de restituer les tickets de caisse. Tous vos achats, des 300 consommateurs, ils pouvaient les avoir, et grande chance avec les codes EAN. Bien, une application extrêmement simple, c'est dit, je match mes codes EAN avec ceux qui sont dans la base Open Food Facts, et je vais pouvoir comme ça produire des bilans nutritionnels sans qu'il y ait partage, concentration de données. Donc le monde des technologies, si vous voulez, moi je ne suis pas contre, on peut faire des choses merveilleuses. C'est un certain monde aujourd'hui qui peut inquiéter, celui où les données sont concentrées et ne sont pas préservées de l'autorité politique. C'est ça le vrai problème. Hein. Parce qu'un Google, très honnêtement, moi j'ai parfaitement confiance. Nous sommes leur marché, leur source de financement, donc ils vont faire attention à notre vie privée.
Mais le problème, c'est que les États, eux, ne se privent pas d'installer des boîtiers, d'écouter et d'aller absorber toutes ces données qui sont centralisées. Donc voilà, simplement ce que je voulais dire, il n'y a pas un Internet possible, il n'y a pas un seul monde de plateformes possible. Je suis assez persuadé qu'en Europe, regardez la loi Axel Lemaire qui est un travail remarquable dans sa première conception, hein, regardez en détail. Il y a des mentions sur la restitution des données. Il y aura une obligation aux entreprises à restituer les données personnelles qui sont faites. On a une source d'innovation fantastique à faire pour inventer des modèles alternatifs et avoir, comme je l'ai tweeté une fois, un Internet au goût européen. Google, en fait, est une entreprise extrêmement modeste quand on regarde leur façon de faire. C'est quoi le génie de l'algorithme chez eux? C'est des choses extrêmement simples. Regardez comment, quand vous tapez des mots dans le moteur de recherche, vous tapez 2 lettres et il vous propose une suite de mots. Qu'est-ce que vous avez derrière? Derrière, vous avez un truc qui est très simple. Je vais utiliser un mot compliqué pour le décrire. Ça s'appelle des chaînes de Markov. Mais une chaîne de Markov, c'est simplement un tableau croisé. C'est simplement croiser les mots entre eux et dire quelle est la probabilité qu'après un N, un E, j'ai un R ou un T. Comme beaucoup de gens, bon, voilà, c'est simplement ça. Alors là, il y a une utilisation astucieuse, je dis simplement astucieuse, de ce qui est par contre chez eux une richesse formidable, c'est qu'il y a 1,5 milliard d'humains qui font, on va dire, une dizaine de recherches par jour. Donc il y a sans doute 30 à 40 milliards de mots qui sont tapés tous les jours et qui sont enregistrés chez Google. Et eux, ils font un travail finalement très artisanal, hein. Les solutions techniques de cloud, hein, de ces fermes de serveurs, c'est du bricolage. C'est comment répartir l'information sur des milliers de machines qui sont des machines basiques, moins sophistiquées que celles que vous achetez, et résoudre un problème assez simple qui est de réfrigérer ces machines parce qu'elles dégagent beaucoup de chaleur. Donc, oui, moi, je ne partage pas, si vous voulez, l'espèce d'enchantement ou de fascination qu'on a à l'égard de la technique. Je reviens à ce que je disais, ouvrons la boîte. Ouvrons la boîte. Ce qui est désastreux aujourd'hui, si on parle d'éducation, vous parlez de vos enfants, c'est que les enfants n'ont pas appris l'informatique en faisant du basique comme l'a fait ma génération. Donc ne savent pas ce qu'est une boucle, ne savent pas ce qu'est un algorithme. Donc il faut apprendre aux gens ce qu'est une boucle, ce qu'est un algorithme. Il faut interdire les capots fermés. Il faut se dire qu'il y a des choses simples qu'on connaît depuis longtemps. Moi, les gens qui me parlent de machine learning, qui veulent m'impressionner, j'ai lu les bouquins de machine learning, mais je vais vous dire, j'ai redécouvert des algorithmes que j'ai appris dans les années 90 avec un logiciel qui vient de l'Institut des techniques céréalières et fourragères. Ça s'appelait StatiTCF. Dans les années 80, ils ont développé un logiciel d'analyse de données et de traitement des plans d'expérience, donc de la statistique tout à fait classique. Et une grande partie des algorithmes aujourd'hui sont recyclés d'une certaine manière avec un certain langage. Donc, ce que vous avez mis en cause, il y a quelqu'un qui s'appelle Evgeny Morozov qui le critique. Et là, on parle de sa critique, elle a un mot, c'est ce qu'il appelle le solutionnisme technologique. Dire que pour tous les problèmes du monde, on va avoir une solution technique. Et moi, vous l'avez compris, je suis en total désaccord avec ça. Parce que la technique, pour moi, c'est quelque chose, on va dire, de monstrueux. C'est quelque chose qui vient de l'humain, qui contient des buts humains, pour résoudre certains problèmes, mais qui, à un moment donné, prend une certaine autonomie, un petit peu comme la créature de Frankenstein. Et là, vous m'emmenez sur un terrain, je suis en train de travailler sur un bouquin, mais ce sera ma conclusion hein, du bouquin sur les plateformes, qui s'appellera plateforme. Mais ces monstres qui sortent de nos mains, le problème, ce n'est pas qu'ils soient monstrueux en eux-mêmes, c'est que comme leur créateur, le docteur Frankenstein, eh bien, on a refusé de leur apprendre, on a refusé d'éduquer la créature qui a dû se sauver au pôle Nord, si je prends cette image, et fuir la société humaine. Alors, il y a un spécialiste des sciences de l'information décédé italien qui s'appelle Sibora, qui utilise une très très belle métaphore pour expliquer comment dans une organisation on peut vivre avec les techniques de l'information. Et son expression, c'est l'éthique de l'hospitalité. Il faut accueillir les machines. Il faut les faire vivre parmi nous comme d'autres êtres sociaux. C'est ça le message. Mais pour les faire vivre, il faut avoir un minimum de compréhension de ce qu'elles sont,
de leurs limites, et on ne peut pas imaginer la quantité de limites qu'il y a. Aujourd'hui, une automobile est un produit techniquement beaucoup plus parfait que n'importe quel des ordinateurs. Normalement, ça cale pas beaucoup, ça cale quand le conducteur conduit mal. Mais nos ordinateurs, on est sans arrêt en train de rajouter des patchs. Vous voyez, si vous intéressez à la technique, on voit des petites choses de manière phénoménologique. Cette notion de patch, c'est quand même remarquable. Ces grandes plateformes qui vous fournissent des logiciels en permanence, un Windows, en permanence rajoutent des corrections, comblent des failles de sécurité. Moi, ça me rappelle quand j'étais étudiant, j'ai travaillé un petit peu en usine, dans l'usine où travaillait mon père, métallurgique, qui s'appelait. Et les ouvriers, le grand rôle des ouvriers, c'était justement d'aller combler des fissures. Il y avait une colonne où il y avait du zinc en fusion, et tout en haut, il y avait des fissures. On prenait de l'argile et il fallait mettre de l'argile dans les trous. Voilà, c'est comme ça qu'on fait marcher une machine. Donc vous voyez, là, je désenchante les choses. Il faut désenchanter le discours d'une fausse technique.